Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des déraillés, post-édition Tour de France Femmes, Avec Zwift. avec Zwift. Important de renvoyer à César ce qui appartient à César. On va parler de pas mal de choses, même si ce sera, je pense, un format plus court que d'habitude. On va parler effectivement de ce qui s'est passé sur le Tour de France féminin et on va aussi parler du Tour d'Espagne, même si on fera aussi effectivement un arrêt Tour d'Espagne un peu plus tard dans le mois d'août. Clément, comment ça va? Et est-ce que tu as apprécié ce Tour de France femme? Ça va très bien. J'ai apprécié ce Tour de France Femmes, même si on va pas se mentir, en tant que Français, celui de l'édition 2025 était bien plus plaisant à regarder. Mais bon, c'était quand même un bon Tour de France. Ouais, un bon Tour de France, hein, quand même, avec... bon, moi j'ai trouvé qu'en fait les stars étaient en rendez-vous, sauf effectivement, comme tu dis, Pauline Ferrand-Prévot. Donc à part ça, les stars étaient quand même au rendez-vous, notamment dès le premier jour avec Lorena Vibes. Je crois qu'il y a plus de 120 victoires en carrière, quelque chose comme ça. Alors, je sais Euh, pas le nombre exact, mais ouais, c'est énorme. Moi, je sais que c'est plus que Tadej Pogacar pour dire. Maintenant. Enfin, elle est tellement au-dessus du lot sur les sprints. Moi, j'ai trouvé les sprints impressionnants parce qu'en plus, elle est même pas forcément si bien emmenée que ça d'ailleurs. Et bah, elle m'a fait un peu penser à Tim Merlier sur le Tour de France, tu vois. Peu importe ce qui se passait, elle était un peu comme on disait avec Thanos dans les Marvel, inévitable. Et je pense qu'on devrait la surnommer Lorena Vibes l'inévitable ou Lorena Vibes Thanos. Je sais pas encore, mais en tout cas, impressionnant de sa part. Ouais, c'est. Bah, comme tu dis, alors, elle n'était pas mal emmenée, mais par contre, en tout cas, déjà sur le deuxième sprint, parce qu'elle a remporté 2 victoires sur ce Tour de France, sur 9 étapes, c'est déjà pas mal hein, quand même. Mm. Faut pas oublier que le Tour de France femmes, il n'y a que 9 étapes. Mm. Donc elle en remporte deux. Le deuxième, donc elle est pas mal emmenée, elle est plutôt bien placée. Par contre, elle est un peu enfermée et on a l'impression que ça se libère d'un coup pour elle et elle tout de suite, elle met un vélo facile à tout le monde. Et en fait, oui, dans le sprint, elle a vraiment aucun débat, aucune rivalité. Aucune concurrence, ouais. Donc ouais, c'est assez énorme. Autant, donc on sait que Mark Cavendish est le plus grand sprinter chez les hommes de l'histoire. Il n'y a aucun débat, je pense, pour Lorena Vibes aujourd'hui. Après, tu peux peut-être me dire, peut-être un peu plus ancien, mais je pense que Lorena Vibes est clairement la plus grande sprinteuse du monde. Ouais, à la limite, on verra à la fin de carrière. Tu peux mettre en face Marianne Vos qui a démontré pendant une longévité assez énorme qu'elle savait tout faire, notamment régler des sprints. Mais ça a jamais été effectivement aussi dominateur. Enfin, comme tu dis, tu mets deux vélos d'avance En parlant en de quelques sprint mètres. pur, je vois Ouais, plus. ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Je pense que Marianne Vos était plus complète, mais effectivement, Lorena Vibes, c'est impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé le parcours en plus, qui était quand même assez varié. Elle aurait pu d'ailleurs en gagner une troisième, mais ça, c'est voilà, pas dessiné pour elle. Euh, mais j'ai quand même beaucoup aimé le parcours. Il y avait des choses tous les jours à dire. Alors en plus, c'est vrai que ça emmène sur un peu tout ce qu'on a vu le long de la semaine du Tour de France. C'était comme quoi sur certaines chaînes, c'était pas assez retransmis depuis le début, ou en tout cas plus proche du départ. Mais j'ai trouvé quand même que toutes les étapes étaient assez intéressantes au final. Ouais, bah c'est vrai qu'il s'est passé quand même des choses. Oui, tous les jours, hein. J'ai pas souvenir d'une étape un peu chiante, un peu de repos. Peut-être aussi du fait qu'il n'y a que 9 étapes. Ouais, Donc ouais. il y a la guerre tous les jours. Alors que sur un grand tour masculin où on a 21 étapes, on sait très bien qu'en général il y a quand même une ou deux étapes où c'est le moment de faire la sieste. Là, c'est vrai que si on est vraiment intéressé par la course, il y a tous les jours il se passe quelque chose. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, notamment les étapes, il me semble que c'était dans le Beaujolais, au final où il se passe pas mal de choses encore. D'ailleurs, il me semble que c'est peut-être à cette étape-là où on voit déjà les limites de Pauline sur ce Tour de France. Demi Vollering aussi qui a, je trouve, assez tôt montré les dents. Euh, Moi, j'ai aussi beaucoup aimé le parcours du chrono, un peu comme chez les hommes. T'avais une bonne bosse, t'avais une partie un peu plus descendante et une partie plane à la fin. Il me semble que ça se finit comme ça d'ailleurs. Et bah,
effectivement, t'as toutes les favorites qui essaient de se replacer. Tu peux peut-être me rappeler qui a gagné le chrono d'ailleurs? C'est Rosser, Rosser, ouais, c'est ça. Donc c'est Rosser effectivement qui s'impose. Bon, il n'y avait pas trop de doutes. Et Demi Vollering qui se replace, Nivadoma qui fait pas un chrono mauvais. Et puis bon, bah là, la réalité touche Pauline. J'ai trouvé aussi, ouais, ce chrono, enfin, je sais pas, hyper bien formé, comme chez les hommes cette année. En termes de parcours ou Ouais, en termes les de candidats? parcours, mais même en termes de performance, si tu veux. Ouais, bon, le parcours, oui, c'est un beau chrono, oui, parce qu'on voit la base, donc ça permet quand même aux favoris du classement général de pouvoir se montrer un peu, et quand même relativement plat pour que les grands favoris habituels du chrono, dont Hum, Sœur qui est la meilleure rouleuse du monde, hum, euh, donc ça leur a permis quand même de se dévoiler. Après, oui, tu as raison, parce que justement, peut-être grâce au parcours aussi, les favorites ont été là, on les a vus, à part Pauline qui malheureusement on a senti dès ce chrono que ça allait être un peu compliqué pour elle, même si on ne pouvait pas encore trop prédire ce qui allait se passer derrière, peut-être qu'elle serait revenue plus forte sur les autres étapes. puis, Mais en tout cas, c'est le premier tir qu'elle a pris sur ce Tour de France, malheureusement. Et ouais, puis après, bon, c'était impressionnant parce que tu avais l'impression que la position aéro, elle dit que effectivement c'est tous les tests qu'ils ont fait avec la Visma fait que c'était la meilleure position. Bah, putain, si ça c'était je suis désolé du mot, mais si ça c'était la meilleure position, il y a peut-être quelque chose à retravailler du côté de la Visma quand même. Après, on sait qu'effectivement elle est pas très grande, mais ça c'est un peu chez toutes les coureuses quand même. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sujet. Après, effectivement, peut-être qu'elle était pas du tout dans la forme, et d'ailleurs on le verra plus tard, elle abandonne sur maladie, et donc du coup peut-être que ça jouait aussi sur sa capacité à tenir la position aéro. Mais ouais, j'ai trouvé, enfin, pour du professionnel, c'était triste à voir quand même, hein. Malheureusement pour elle, hein, je veux dire, on n'est pas habitué à ça. oui, ben, bah, c'est vrai que cette histoire de position, sachant que bon, on va pas se mentir, hein, la Visma, c'est quand même des spécialistes dans le domaine en général, donc même si oui, c'est l'équipe féminine, je pense qu'ils bénéficient un petit peu quand même de l'expertise des équipes masculines. Donc ça m'étonnerait que la Visma se plante complètement sur une position aéro, donc oui, ça doit plutôt venir quand même du fait que Pauline n'était pas très bien, ou alors peut-être simplement du matériel qu'ils ont à disposition, euh, on va dire légalement dans les règlements UCI. Peut-être que justement elle ne peut pas avoir des cadres trop petits, etc. Qu'elle peut utiliser, mais en même temps cet argument je suis pas sûr qu'il serait totalement valable parce qu'il doit avoir des courses plus petites qu'elle. Ouais, voilà, c'est ça. Non, donc, Ouais, après, on savait que c'était pas. Elle a déjà été championne de France du chrono, il me semble, mais c'est pas un milieu dans lequel elle excelle réellement, donc moi j'étais pas surpris. Ce qui m'a beaucoup plu au final, c'est l'étape où aussi on a Célia Géry qui est devant et qui malheureusement est complètement carbonisée à la fin. Elle peut pas faire le sprint à Kim Le Court. étape Euh, 6, oui. ouais, je crois que c'est ça. J'ai trouvé ça sympa parce qu'au final, bah, encore une fois, peut-être par rapport au format de la course qui a 9 étapes, le parcours, etc. Bah, il s'est passé des choses à l'avant. On a même cru que ça allait rentrer derrière, puisque derrière ça a bougé. Et au final, c'est pas rentré. Ça s'est disputé à la victoire à l'avant. Euh, donc, enfin, mis à part Kim Le Court qui a réussi à faire le jump avec. J'ai oublié le nom de l'autre coureuse. Euh, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, ouais, euh, le fait que tu as l'impression que chaque jour, il peut se passer quelque chose de différent. Tu vois, t'as une chance pour tout le monde. Peut-être que tu as moins chez les hommes. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié cette étape-là aussi. Ouais, bah, Malgré qu'on n'a pas la victoire de la championne de France. ouais, c'est vrai que j'y croyais vraiment parce que, enfin, elle est très très forte, hein. C'est Algérie, je pense qu'elle elle va finir sa carrière avec beaucoup de victoires. Elle a que 19 ans, Hmm, il me semble, ou 20 ans. 20 ans, ouais, tout Ouais. juste. Donc, je pense qu'elle aura beaucoup de victoires à la fin de sa carrière. Pour revenir du coup justement à ce que tu disais sur le fait qu'on voit peut-être, il se passe plus de scénarios différents que chez les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur une période très compliquée chez les hommes. Alors, déjà, il y a le fait que les trains de sprinters chez les hommes, aujourd'hui, depuis 10-15 ans, c'est millimétré, c'est réglé. C'est Hmm. quasiment impossible pour une échappée d'arriver au bout sur une étape qui doit arriver au sprint. Même si au final, l'année dernière, sur le Tour de France, c'est arrivé. Euh, qu'on a aussi aujourd'hui ben, un monstre comme Tadej Pogacar qui veut aller chercher des records
et qui donc va aller aussi chercher beaucoup d'étapes qui sont normalement faites pour les Pour échapper. s'échapper. Hmm. Et il est lui-même équipé d'une armada exceptionnelle pour contrôler ses courses. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a actuellement un peu moins de scénarios différents sur les étapes chez les hommes. Mais je pense que ça va. C'est question de cycle, encore une fois. Peut-être que la décennie prochaine, il y aura encore de nouveaux scénarios de course. Donc, pour moi, ça m'inquiète pas trop. Ouais, ok. Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, après, il me semble que c'était le lendemain qu'on a le Ventoux. Je trouve ça bien en plus que sur le Tour de France femmes, chaque année, tu as un col mythique du Tour de France homme qui vient. Là, c'était le Ventoux. En plus, une course, je trouve, qui tenait en haleine dans le final, puisque Kasia Nevadoma finait. Prend quand même beaucoup d'avance enfin, en cause et euh, le marquage de Demi Vollering et de Marlène Reusser. Euh, je pense que de toute façon, enfin, je sais pas quelle est ton analyse par rapport à cette ascension. Je pense que dans tous les cas, Casia était peut-être la meilleure sur l'effort long du Oui. Ventoux. De toute façon, je pense que c'est la meilleure grimpeuse du peloton. Enfin, à part Pauline Ferrand-Prévot peut-être, mais je pense que c'est la meilleure pure grimpeuse du peloton. Et peut-être légèrement devant Demi Vollering. Mais j'ai pas la trouvé à ce moment-là. J'ai pas trouvé Demi Vollering scintillante. Je pense qu'elle était pas loin de la limite. Peut-être pour ça qu'elle a préféré d'ailleurs marquer Marlène Reusser au mieux qu'elle pouvait. Par contre, elle fait un dernier kilomètre de malade. Où elle fait complètement exploser Marlène Reusser. Et bon, ça ne lui suffit pas pour aller chercher le jaune. Euh, mais enfin, moi, elle m'a impressionné quand même dans le final. Mais c'est des efforts qui lui conviennent plus. Sur des efforts longs, enfin, franchement, moi, j'avais pas trop de doutes sur le fait que Casia, quand elle attaquait, allait aller au bout. Alors qu'elle aille au bout dès qu'elle attaque. Après, oui, c'est vrai qu'elle attaque bien. Elle part Elle à sort son bien, bout. hein. Euh, Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est la meilleure grimpeuse du monde. Comme ouais, tu dis Pauline Ferrand-Prévot, mais en fait, Pauline Ferrand-Prévot, excuse-moi, j'ai un peu bégayé. La saison dernière, je pense, c'était quand même exceptionnel. Elle était au-delà de ses Ouais, performances habituelles. Elle était vraiment au prime, je pense qu'elle pouvait atteindre. Euh, Même si ça reste une très grande grimpeuse habituellement, je pense que le niveau qu'elle nous a montré la saison dernière est hors du commun. Du coup, oui, pour moi, c'est Kasia Nevadoma, la meilleure grimpeuse du monde. Et surtout sur ce type d'ascension longue, très pentue, et les cols qu'on voit généralement, bah, qu'on voit très souvent, qui permettent de départager les meilleurs hommes du monde. Je pense que sur ce type d'ascension, oui, c'est clairement la meilleure. Euh, Après, forcément, Vollering, pareil, comme tu dis, impressionné. Je pense pas qu'elle ait laissé partir Nevadoma parce qu'elle sait que c'est une course dangereuse. Elle lui a pris un Tour de France en 2023, il me semble, c'est 2023. 2024, je crois. 2024. Ok, bon, peut-être. Donc, elle lui a pris un Tour de France. Donc, elle sait qu'elle est très dangereuse. Elle sait qu'il faut pas laisser partir. Donc, pour moi, oui, il y avait un peu ce côté je surveille Marlène Reusser, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Elle savait que très bien que si elle laissait de suivre le rythme de Nivadoma, ça allait pas le faire pour elle. Par contre, très impressionnant son dernier kilomètre où je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour elle si elle ne sortait pas ce dernier kilomètre ou ces derniers kilomètres pour elle d'aller sécuriser la victoire finale sur ce Tour de France, parce qu'elle aurait encaissé plus de temps. Et donc, ouais, elle a réussi à retrouver de la force, mieux gérer son effort, et donc elle a été impressionnante. Donc, on a eu quand même deux grandes championnes qui sont battues sur le Ventoux, de manière différente, parce qu'elles étaient à distance. Mais moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En plus, enfin, j'ai trouvé l'étape. D'ailleurs, Sandrine Carball a su gérer son ascension et je pense que d'ailleurs, ça lui a permis de consolider sa place après dans le final de ce Tour de France. Par contre, j'ai trouvé ça génial qu'on se tienne sur les trois premières du général à ce moment-là, il me semble, 25 secondes, quelque chose comme ça. Donc, j'ai trouvé ça top, top. Et puis après, le lendemain, il y a eu le fameux drama avec Célia Géré et Kasia Niavadoma. Euh, pour à peine faire une parenthèse dessus, enfin, ça, c'est des mouvements de course qui arrivent même dans les courses du dimanche. Il n'y a rien du tout. Je peux même dire que Casia qui tente l'extérieur freine plus tôt et se retrouve effectivement au même niveau. Et bah, c'est comme en Formule 1, hein, l'autre, elle est à l'intérieur, c'est son virage.
Donc elle chope le virage. Et puis effectivement, je pense pas qu'elle vienne volontairement tasser Casia, mais je pense qu'elle suit sa courbe et qu'elle se dit effectivement, bah moi c'est ma courbe, donc je me place où je veux. Et puis enfin à ce moment-là, si t'es Casia, je sais que bah oui, tu peux pas freiner dans un virage en vélo comme tu freinerais même dans une voiture, et encore, tu freines pas dans une Formule 1 dans un virage. Mais je pense que c'est une erreur de Casia, c'est une erreur de placement. Si t'es pas sûr, tu décroises. Tu freines un tout petit peu avant et tu reprends l'intérieur. Parce que tu sais que ça va monter à bloc derrière, vu comment ça se dispose. Déjà, tu dois être dans la route des nouveaux ring. Si tu ne l'es pas, bah, prends ta meilleure sortie du virage pour pouvoir tout de suite prendre les roues. Mm. Bah, en fait, je vais déjà, pour moi, elle la tasse même pas parce qu'il reste quand même peut-être un Il peu, reste un bon mètre. peut-être un peu moins d'un mètre, mais oui, globalement, il reste de la place. Elle ne dévie aucunement de sa trajectoire parce qu'elle Ouais, est dans la roue de, elle est dans la roue de Vålerenga. Elle est même pas décalée par rapport à la roue de Vålerenga. Du coup, elle ne dévie pas du tout de sa trajectoire. Donc en fait, oui, c'est Kasia qui essaye de doubler pour aller se placer dans la roue de Vålerenga, sauf qu'il y a Céline qui est déjà dans cette roue. Et du coup, ce qui est bien fait de la part de la FDJ Suez, parce que si tu mets un de tes équipiers dans ta roue, ça veut dire que ton adversaire ne peut pas prendre ta roue, donc bonne stratégie. Et donc oui, c'est juste que Kaziani Vadoma a perdu tactiquement à ce moment-là, mais pour moi, il n'y a vraiment aucune faute. Elle ne l'a pas serré, elle n'a pas dévié de trajectoire. Pour moi, c'était après, je pense, oui, à la fin de la course, adrénaline, etc. Avec un peu l'énervement, tu dis ce genre de propos. Mais je pense qu'après, quand tu revois la vidéo, à aucun moment tu peux te dire qu'il y a eu une faute de la part de Sia Algérie. Aucun geste dangereux n'a été commis. Donc pour moi, c'est un peu un non-débat là-dessus. ouais, je suis d'accord. Et puis de toute façon, l'accélération de Demi Vollering, elle est quand même assez impressionnante. Elle arrive à rentrer avec Lamborghini, mais elle explose, je crois, à 500 ou 600 mètres plus loin. Euh, je pense que dans tous les cas, alors elle serait peut-être passée en haut de la bosse avec un peu moins de retard. Mais bon, c'est vrai que c'est des SI, mais je pense que le SI doit pas être conditionné à est-ce que Célia Géry a fait quelque chose de mauvais ou pas. Non, je crois qu'il y a, comme tu dis, il y a pas sujet, quoi. Il Ouais. n'y a pas sujet, c'est un élément de course, comme ça peut arriver dans d'autres sports. Donc voilà. Et puis au final, le lendemain, de toute façon, donc on a Demi Vollering qui arrive avec le maillot jaune sur la dernière étape. On a Marlène Reusser qui a pris un petit peu plus de temps la veille, comme on disait, elle perd encore un peu de temps, mais elle est encore dans le match. Et on a une Kasia Nievadoma qui a une soif de revanche et puis qui doit de toute façon tout tenter pour aller chercher le jaune. On a Marlène Reusser qui, de mémoire, explose à 67 km de l'arrivée. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Celle-là, je m'y attendais pas parce que c'est des cols roulants, sauf le dernier qui est un peu plus dur parce que c'est pour une déviation à droite, il me semble, pour aller monter sur des pentes un peu plus raides. Euh, Moi, je m'y attendais pas. Moi, je m'y attendais pas à ce qu'elle craque. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage pour le final, mais bon, c'est comme ça. Et dans le final, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a vite tous compris qu'il y aurait pas match. Pas par rapport forcément à que la force de Demi Vollering, même si effectivement elle avait l'air très sûre d'elle et ça s'est montré 3 km plus bas. Mais plutôt par rapport à les accélérations de Casia n'étaient pas du tout aussi tranchantes que celles au Ventoux. Mm. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, et même le faciès, je me suis dit, bon bah, c'est entendu, c'est réglé quoi. Ouais, bah déjà, bah, il y a plusieurs choses. Pour Marlène Reusser, alors je vais pas dire que je m'en doutais tout forcément, parce que je m'en doutais pas du tout, surtout un tir à ce point-là. Ouais, c'est clair. Mais après, je Parce qu'elle est pense, même pas dans le top 10 hein, au final. Hein. mais après, je pense que ça peut se comprendre parce que c'était pas forcément la favorite ou l'une des favorites pour le classement général au départ de ce tour. Elle s'est un peu retrouvée là parce qu'elle a fait un très bon début de course et après, elle a énormément cravaché pour garder ce maillot, garder le. Elle a pas eu le maillot d'ailleurs. Qui? Marlène Reusser, elle a porté le maillot. Elle a porté le maillot jaune, Oui, ouais. elle portait le maillot après le chrono. Euh, donc oui, elle a beaucoup bataillé pour garder le maillot, pour se battre avec Vollering, l'étape du Ventoux, tout ça. Je pense qu'elle a été un peu au-delà à chaque étape. Hmm. Ça m'étonne pas non plus tant que ça qu'elle craque sur la dernière. Même si qu'elle craque à ce point-là, c'est quand même Ouais, je m'y attendais pas. Hein. c'est étonnant. Et puis c'est surtout dommage pour elle parce que oui, comme tu le dis, elle finit même pas dans le top 10. C'est c'est dommage après un tel tour, c'est triste un peu pour elle.
Pour Nievadoma, ouais, t'as raison. Sur la dernière étape, on voyait clairement que Demi Vollering était une jambe, deux jambes au-dessus. Moi, c'est pas tant le fait que oui, les accélérations de Nievadoma étaient moins tranchantes qu'au Ventoux, certes, mais c'est pas tant ce qui m'a choqué. C'est juste au moment où tu voyais Vollering rouler devant Nievadoma, tu sentais une puissance chez Vollering Hum. qui, ça se voyait. Elle restait droite sur son vélo, elle envoyait des watts, et tu sentais Nievadoma derrière qui était à la peine, qui se mettait en danseuse, qui se rasseyait. C'était très compliqué pour elle. Donc, oui, à ce moment-là, moi, Ouais, la puissance de Vollering, c'est quand même assez impressionnant sur ce genre d'effort. ouais, et puis l'accélération de Vollering, enfin, c'est pas, tu sais, une attaque comme elle a fait la veille, hyper puissante, hyper incisive. C'était fort, ça veut sortir, mais enfin, Oui. moi j'ai trouvé c'était juste, bon bah je vais accélérer, je vais monter à 600 watts, et puis bah voilà, hein, t'as qu'à suivre, et puis je m'en vais, et puis bye. En plus, elle fait une bonne descente derrière, s'imposer à Nice, c'est cool. Elle gagne son deuxième Tour de France, donc c'est l'unique détentrice du Tour de France moderne de ce titre-là. Et quand je regardais les stats, c'est deuxième en 2022, première en 2023, deuxième en 2024 derrière Casia, deuxième derrière Florent Prévost en 2025, et donc du coup 2026, nouvelle victoire. Elle n'a pas quitté le podium, ou en tout cas même les deux premières places du Tour, et elle aurait pu d'ailleurs en avoir un troisième si, lors du tour remporté par Casia, la SD Works n'avait pas fait le truc un peu à l'envers de tu t'en vas, je t'attends pas. Ouais. Pour 4 secondes, franchement, ça la fout de travers. Mais, mais si elle continue comme ça, on pourra peut-être la classer, parce qu'elle gagne pas elle gagne pas que ça, hein, elle gagne d'autres courses comme Pogacar. On parlera Alors de elle en... cette saison, c'est Tour de France pour l'Italie, Ouais. Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, le Tour des Flandres, l'Omloop et le Tour de la Communauté de Valence. Et on n'a pas les résultats sur Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Enfin, Paris-Roubaix, je crois pas qu'elle l'ait fait, mais. Donc elle fait 20e d'Estrade Bianchi, elle se loupe. Milan-San Remo, elle ne l'a pas fait du coup. Elle fait troisième de l'Amstel et deuxième de travers la Flandre. Ouais, donc elle n'a pas fait Paris-Roubaix non plus. Ok, bah tu vois, ouais, comme quoi c'est une coureuse aussi archi complète. Tant mieux d'ailleurs pour le sport féminin. Je pense que c'est un peu la même aura que Tadej Pogacar a dans le cyclisme masculin. Je pense qu'elle apporte beaucoup à ça. En plus, dans une équipe française, donc première victoire d'une équipe française dans le Tour. Top 5, il me semble, pour Sandrine Carbaol. Ou 6, je sais plus. Euh, Ouais, ça doit être. C'est l'un des deux. Sixième. Sixième. Donc voilà. Et puis Longo Borghini aussi qui complète le podium. Il me semble qu'elle a plusieurs places de 3 cette année. Enfin, c'est un truc de dingue. Euh, Moi, enfin, on verra dans 4 5 ans, hein, quand Demi aura, il me semble, 33 34 ans, voir où elle en est. Mais bon, vu la forme qu'elle a actuellement, il n'y a pas trop de sujet, quoi. Tu parles pour le débat du GOAT, c'est ça? Le débat du GOAT féminin. Oui, Après, évidemment. on pourra peut-être débattre avec Marianne Vos, qui a une longévité, pour moi, tu peux pas mettre Gianni Longo là-dedans, parce que c'est pas le même sport, ça Pour n'a rien moi, à la voir. seule actuelle, enfin, non, pas actuellement, parce qu'en plus, Demi Vollering est encore jeune relativement dans sa carrière, hein, elle n'est pas Hum. carrière. Oui, c'est Marianne Vos hein, pour la Ouais, plus. c'est clair. Surtout, c'est Marianne Vos qui a gagné le plus de courses dans Plus de l'ère, 200 victoires en carrière. ouais, dans l'ère, on va dire, moderne du cyclisme féminin, c'est-à-dire la professionnalisation du cyclisme féminin. Par contre, c'est clairement Demi Vollering qui domine. En fait, Marianne Vos a dominé la partie, les années où le cyclisme féminin commence à se professionnaliser. Demi Vollering domine le moment où le cyclisme féminin est professionnel. Là, ça y est, on a vraiment des équipes qui arrivent vraiment préparées. Euh, à une époque, tu avais les meilleures féminines du monde qui, par rapport à des cyclistes hommes amateurs, elles étaient au même niveau, voire un peu en dessous, voire ça dépendait du niveau des amateurs. Aujourd'hui, une cycliste pro qui participe au Tour de France, ça roule très très fort. Hum. Un amateur qui essaye de rouler avec, il va vraiment le sentir passer. À l'époque, c'était un peu moins le cas, à l'époque où Marianne Vos dominait énormément. Donc oui, cette ère moderne, c'est Demi Vollering qui la surdomine. Après, on peut pas trop en vouloir à Marianne Vos d'être née plus tôt que Demi Vollering. Mais oui, je pense qu'en fin de carrière, le débat entre les deux, pour moi ça va se jouer entre les deux, il va être sacrément sévère comme débat. Ouais.
Bon, en tout cas, pour les prochaines saisons, ça annonce. En parlant de prochaine échéance, rapidement, on va parler donc de la grande nouvelle du mois d'août, de ce début de mois d'août, c'est l'officialisation de la participation de Tadej Pogacar pour la Vuelta. Enfin, puisque ça fait depuis 2019 qu'il n'est pas revenu, hein, donc 7 ans. Bon, bah, il vient avec le statut d'archi favori. Le parcours, on a l'impression qu'il a été dessiné pour lui parce qu'on a énormément d'arrivées très dures, très punchers qui Après, correspondent. même avec un parcours pas fait pour lui, Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça me donne vraiment la vibe des courses qu'il aime bien en Italie, des courses qu'il aime bien en Espagne, avec on connaît les parcours espagnols. Généralement, oui, tu as des longues montées, mais généralement, tu vas pas dépasser 9-12 bornes. Par contre, tu es à 8-9% de moyenne minimum. Il y a énormément de montées de 3-4 bornes, je crois, dans des finales qui lui conviennent largement à ses capacités. Enfin, pour moi, sauf accident, il n'y a pas de sujet. Il y a encore moins de sujets que sur le Tour de France, malgré une belle adversité quand même sur ce Tour d'Espagne. Mais normalement, on devrait se retrouver comme dans une situation du Giro 2024, avec pas trop de problèmes. Et donc, du coup, enfin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à son double objectif de fin d'année, c'est-à-dire les mondiaux à Montréal et sa volonté aussi de continuer sa razzia sur le Tour de Lombardie? euh, bah, en fait, bon, il va gagner cette Vuelta, hein. On va pas commencer à créer le faux suspense. À partir du moment où il arrive au bout des 21 étapes, il va remporter cette Vuelta. Je pense qu'il décide d'y aller cette année pour pouvoir ensuite se libérer parce qu'on sait que son dernier objectif de carrière, c'est Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Mais on sait qu'il voulait aussi cocher ce grand tour pour avoir les trois grands tours parce qu'il l'a eu finalement après Jonas Vingegaard. Je pense que dans sa tête ça comptait un petit peu quand même. Donc ça y est, il va le faire cette année. Et ça montre aussi qu'il est très sûr de lui, hein, parce que du coup, il va remporter cette Vuelta. Et ça montre qu'il est très sûr de lui pour derrière remporter Lombardie et les mondiaux. Après, je pense qu'avec ou sans Vuelta, il sera quand même le très grand favori de ces deux courses. Mais oui, ça montre qu'il est complètement sûr de lui et surtout, ça montre qu'il est déjà tourné vers l'avenir sur Paris-Roubaix. Ouais, c'est clair, parce qu'on sait qu'il va devoir prendre un peu de poids pour Paris-Roubaix l'année prochaine, un peu plus axer sa préparation sur ça. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir. Encore une fois, je pense que, tu vois, le Tour d'Espagne, je regardais des résumés du Tour d'Espagne 2019, je regardais étape par étape. Et après, j'ai commencé à regarder aussi d'autres résumés, etc., des derniers Tours d'Espagne. Euh, Moi, j'aime beaucoup ce Tour d'Espagne parce que tu as ce truc de fin de saison, c'est-à-dire que le Tour de France, c'est le point d'orgue de ta saison. Donc, toutes les équipes viennent préparées, en forme, sauf la pique-nique post-NL. Parce que c'est la pique-nique post-NL cette année, ils n'ont rien foutu, mais je comprends pas. Bref, c'est comme ça. Donc, le Tour de France, tu arrives préparé, normalement, tout le monde est axé sur ça, il n'y a pas de sujet. Plus grande course du monde, tout le monde veut gagner, donc tu as des courses ultra cadenassées, ou en tout cas très dures. Le Tour d'Italie, parcours exceptionnel généralement, tu as des cols magnifiques. En termes de dureté du parcours, tu es sur ce qui se fait de mieux et des fois même plus dur que le Tour de France. Tu as le maillot rose, il y a un truc un peu. Et puis c'est l'Italie, tu vois. Tu as un truc un peu spécifique sur ce tour. Et tu as beaucoup de sprinters qui viennent aussi. Enfin, il y a un truc de. C'est le premier tour de l'année. Et tu as le Tour d'Espagne qui vient à la fin. Tour d'Espagne, c'est un peu buffet à volonté. Tu vois, tout le monde vient, tout le monde a une chance de gagner, d'accord? Parce que, en fait, je regardais, comme je te disais, différents résumés. Je dirais que tu as au moins ouais, 6-7 étapes un peu hardcore où tu as des échappées surprises qui viennent s'imposer, quoi. Parce que c'est la fin de saison, tout le monde est fatigué. Parce que généralement, tu as un peu moins de leaders ou de grands favoris qui se détachent. Donc, tu as une course plus ouverte. Bon, là, ce sera moins le cas sur le général. Mais, et des fois, c'est des petites équipes. Je regardais en 2019, tu as eu 2 étapes d'affilée gagnées par Cararual, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc un peu, tout est débridé sur le Tour d'Espagne. Ouais. Euh, j'ai pas tellement de choses à rajouter, je suis complètement d'accord.
Du coup, j'ai quitté un peu le monde professionnel parce que ce que tu me dis, et puis même la vibe que je ressens aussi un peu sur le Tour d'Espagne chaque année, donc on quitte le monde professionnel, ça me fait vraiment penser au mood qu'on avait sur les courses, quand on faisait des courses quand on était plus jeune, au mois de septembre. C'est vraiment la même chose. La moitié des gens reviennent de vacances d'août, du coup, ils sont pas forcément en très grande forme. Il fait beau, c'est quand même la fin de saison. C'est quand même la fin de saison. Il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Et du coup, c'est vraiment des courses où tu as l'impression que tout le monde venait, c'était juste du kiff. Genre, que ça gagnait ou que ça gagnait pas, c'était pas trop grave. Et c'était vraiment des courses qui étaient plaisantes. Et c'était l'une des périodes de l'année où je préférais courir. Et bah, quand je vois cette Vuelta, de manière générale, hein, chaque année, c'est un peu la même vibe que je ressens, où tu es là pour regarder du vélo, pour kiffer un petit peu. Tu as l'impression que les enjeux sportifs, au niveau professionnel évidemment, qui sont les enjeux sportifs, mais qu'il y a un peu moins cette pression sur tous les coureurs, etc. Et du coup, oui, forcément, je trouve que ça augmente le capital plaisir de cette course. Bon, en espérant qu'avec tout ce qui se passe en Europe en ce moment, que tu pas trop de chaleur extrême, que tu pas une sécheresse dingue et que ça impacte la course, parce qu'on sait que c'est toujours des fois compliqué en Espagne. Euh, En tout cas, j'aime beaucoup ce parcours, on va voir ce que ça donne. Euh, je pense qu'on va avoir du spectacle, je pense que, il faudra pas parler que de Tadej Pogacar. Et on devrait avoir quelque chose d'assez sympa qui va se passer. En tout cas, on a une belle fin de saison du coup au final, hein, parce que on va avoir un Tour d'Espagne animé, on va avoir des championnats à Montréal, qui est quand même une ville assez cycliste, hein, pour y avoir été et pour avoir en ce moment des retours de personnes qui habitent là-bas. Ça commence à se mettre en ordre de marche. Je pense que ça va être du beau spectacle. Le circuit est super sympa. On va avoir des championnats d'Europe aussi hyper intéressants. On va avoir des retours de favoris. On va revoir des retours de Paul Sexas. On va voir aussi l'UAE qui va aligner des grosses équipes sur les classiques d'automne italiennes. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont être sympas et je suis assez excité pour cette fin d'année. Dans tous les cas, on va vous revenir avec une analyse du parcours prochainement. Il me semble que le Tour d'Espagne commence le week-end prochain, si je ne me trompe pas. Alors, Euh, la date exacte, je dois la voir. Il me semble que c'est samedi prochain, mais je veux pas dire de bêtises. Le 22. Ah, donc dans 10 jours au final. Ouais. Ok, donc on a encore un peu le temps de vous préparer tout ça. Euh, En tout cas, on a hâte. Je pense que mon abonnement Eurosport va repartir. Et comme ça, on va pouvoir regarder ça tranquillement. Et en tout cas, on a hâte de vivre ça avec vous. Merci encore de vous être connectés. On a pas mal de choses qu'on va vous partager et on espère que ça vous plaira. Merci beaucoup en tout cas à tous et puis très bonne soirée à vous. Salut à tous.